Autant savoir sur le grand rendez-vous aujourd'hui parle du code du numérique, un code promulgué au Bénin, mais qu'en pensent en réalité les blogueurs, les web journalistes, les utilisateurs en réalité? On va en parler dans un instant. On suit tout d'abord ce commentaire de Rodrigue. C'est une avancée décisive qui permettra au Bénin de mettre en œuvre son ambition de devenir leader digital du continent. Promulguée le 20 avril 2018, la loi numéro 2017-20 portant code du numérique au Bénin est composée de 647 articles divisés en 7 livres. Des définitions nécessaires à la compréhension du texte aux dispositions transitoires et finales, elle prend en compte les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, sans oublier la cybercriminalité, la cybersécurité, les contenus abusifs et les infractions de presse en ligne. Désormais, les lus pour vous devront faire attention puisque, à l'article 550 de la dite loi, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux est puni d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Comme autre innovation essentielle, le Code sécurise juridiquement la conclusion de contrats en ligne, réglemente le droit pénal applicable en matière de crimes et délits commis en ligne et clarifie la responsabilité de l'ensemble des acteurs de Internet. Il donne le niveau de sécurité juridique aux partenaires publics et privés, start-up béninoises, autant qu'investisseurs internationaux. Le Bénin est l'un des premiers États africains à procéder à la mise en place d'un tel code. C'est à l'application que l'on verra s'il répond effectivement aux attentes. Oui, et là, on va recueillir bien sûr l'avis des blogueurs et web journalistes sur le code du numérique promulgué au Bénin. Merci également à vous, Rodrigue Babagüeto, pour ce commentaire concernant bien sûr le code du numérique. En plateau, on a Maurice Tonton, web journaliste. Bonsoir Maurice. Bonsoir Asiom. Plaisir, bien sûr, te retrouver sur le grand rendez-vous, mais cette fois-ci en tant qu'invité et non chroniqueur. Voilà. Alors, le Bénin a-t-il vraiment besoin de ce code du numérique? Absolument. Oui. Absolument. Le Bénin avait besoin de ce code numérique parce que avant que ce code-là n'arrive, on a toujours pensé que l'Internet, toutes les activités que nous menions sur le réseau Internet, les réseaux sociaux et toutes les applications que Internet permet de faire fonctionner étaient complètement non régularisées, que c'était une zone de non-droit. Et quand vous parcourez le code, vous vous rendez compte que c'est un instrument juridique qui vient réglementer toute la vie sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, mais également sur toutes les applications qui fonctionnent au moyen des technologies de l'information et de la communication. De la communication. Alors, qu'est-ce qui retient l'attention des utilisateurs que vous êtes dans ce code du numérique? Oui, le code du numérique, comme on l'a vu dans le commentaire, le commentaire qui est passé juste avant notre intervention, c'est un code qui est assez vaste, qui couvre beaucoup de domaines. Et donc, pour les utilisateurs, il y a beaucoup, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui les concernent, notamment la question de la gestion des données personnelles. C'est extrêmement important. On ne fait pas vraiment attention à cela, mais c'est la chose que nous avons de plus cher, parce que quand nous allons sur Internet, sur les réseaux sociaux, quand on utilise les applications mobiles, les applications web, il y a beaucoup d'informations que nous mettons à disposition des propriétaires de ces applications-là qui, naturellement, nous facilitent la vie. Mais il y a quelque chose qui est fondamental que nous possédons, c'est nos données personnelles, c'est les données qui nous caractérisent, qui nous identifient en tant qu'individus. Et donc, leur gestion jusque-là, dans notre pays, n'était pas optimale. C'est vrai qu'on avait la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Aujourd'hui, elle a été renforcée, elle va se transformer en autorité de protection des données personnelles, des données à caractère personnel. Donc ça, c'est une innovation de la loi portant code du numérique et je pense que c'est quelque chose de très important pour le consommateur. Autre chose importante pour le consommateur, c'est la question également de l'accès universel.
quand vous êtes à Cotonou ou bien dans certaines grandes villes, vous avez l'impression que l'Internet, il est accessible, la 4G, tout le monde peut l'avoir, le Wi-Fi, vous l'avez au bureau, à la maison. Mais vous sautez un peu de Cotonou, vous allez à 40 km, à 60 km de Cotonou, et vous vous rendez compte que c'est complètement... c'est un autre challenge. C'est un autre challenge, mais avec le code du numérique, la question de l'accès universel est également réglée. Et ça, c'est pour le bien du consommateur. Alors, comment le code règle ce problème d'accessibilité, parler d'accès universel à l'Internet? Oui, de l'accès universel, c'est d'encourager les opérateurs à aller s'implanter dans les régions où, disons, le gain n'est pas toujours évident. Voilà, donc il y a des mécanismes qui sont définis dans la loi aussi, mais qui sont également laissés à la discrétion de l'autorité de régulation. Ça dit que quand vous êtes opérateur économique, vous êtes dans le secteur, bien sûr, du numérique, oui, et que vous voulez donc vous installer, vous avez l'obligation de couvrir toute l'étendue du territoire national, c'est ça? Non, on n'a pas l'obligation, parce que si ce n'est pas rentable pour l'opérateur économique, il n'ira pas sur ce secteur-là. Mais en contrepartie, oui, parce qu'un opérateur économique, s'il veut aller s'installer dans un secteur, il va d'abord évaluer quel est le profit qu'il va tirer. Donc c'est en fonction de ce profil-là qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que certains opérateurs n'ont vraiment pas d'intérêt à installer la 4G dans certaines régions. Et donc, mais en contrepartie, oui, en contrepartie, ils doivent verser une redevance au niveau de l'agence béninoise de services universels de la communication électronique et de la poste, afin que cette agence qui est un service public puisse apporter un minimum de l'accès du réseau dans ces régions-là qui ne sont pas rentables pour les opérateurs. Donc c'est un code qui vient également renforcer. Donc vous êtes opérateur économique, vous avez votre entreprise par exemple à Cotonou, oui, vous versez des redevances, oui, bien sûr à l'organe public pour oui, que l'organe puisse rendre disponible, oui, l'Internet dans les zones défavorisées, on peut le dire, ainsi, oui, on peut les appeler, oui, ainsi. Ils vont trouver des moyens peut-être en construisant des cyber ou bien des bibliothèques numériques dans certaines écoles. Évidemment, quand on parle de services universels, on est vraiment dans des niches assez importantes, ça peut-être dans les écoles, dans les centres de santé ou des services publics de ce type-là, pour apporter l'Internet aux élèves ou pour permettre d'avoir l'Internet dans les hôpitaux, pour faire la télémédecine, par exemple. Ouais. Ok, bien tout ça sera rendu possible grâce bien sûr au code du numérique, mais vous avez parlé tout à l'heure de la gestion des données personnelles. Est-ce que c'était vraiment un problème pour vous, les web journalistes, les blogueurs? Non. Sans le code? Non. Ça, c'est pas du domaine spécifique des web journalistes ou des blogueurs. C'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, ça concerne tout le monde. Ce qui concerne les web journalistes et les blogueurs, si je peux les mettre ensemble, c'est plutôt tout ce qui concerne la production de contenu en ligne. Okay. Dans le commentaire, on a parlé des infractions de presse en ligne, quelque chose qui n'avait pas vraiment un cadre juridique pour sa gestion. Jusque-là, c'est la HAC qui pouvait constater ou pouvait sévir par endroits. Et généralement, on se rend compte que la HAC n'intervient pas beaucoup sur le domaine de la presse en ligne. N'intervient pas beaucoup. On a vu, par exemple, durant la période de la campagne électorale en 2016, qu'il y avait pas mal d'infractions. En tout cas, pour un observateur averti, on pouvait remarquer que, par exemple, après la cessation du délai de campagne, les gens continuaient à faire campagne sur les réseaux sociaux, sur Internet, alors que normalement, sur aucun média classique, c'était possible. Et si vous le faisiez, la HAC allait vous sanctionner. Mais sur ce volet-là, la HAC n'était pas intervenue vraiment pour sanctionner. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le code numérique vient déterminer ces infractions en ligne. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avant, le code, les utilisateurs avaient une certaine facilité à se donner à un certain laisser-aller sur les réseaux sociaux en matière
d'infractions de droit commun, tout ce qui concerne la diffamation, les insultes, pensant que bon, parce qu'on est sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça peut passer. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, depuis que le code a été voté et puis ensuite promulgué, il y a eu beaucoup de messages qui ont circulé pour demander aux gens de faire attention que désormais il y a un code. Il y a un code. Voilà, et donc tout ce qui passe par les communications électroniques peut être remonté, et si on arrive à prouver que vous avez utilisé un moyen de communication électronique pour commettre un délit ou une autre faute, les dispositions qui sont prévues par le code vont vous frapper. Vous frappez. Alors, vous, avec donc cette disposition, en tant que web journaliste ou blogueur, est-ce que vous vous sentez mieux protégé ou il y a plus de pression sur vous, parlant bien sûr de votre corporation? Bon, la loi, quand il y a une loi, on est obligé de la respecter. Et c'est toujours mieux qu'il y ait une régulation dans un domaine. Donc, peu importe, c'est évident qu'il y a des libéralités qu'on n'aura plus désormais. Parce qu'on sait qu'il faut faire attention quand on veut mettre quelque chose en ligne désormais, parce que ça peut se retourner facilement contre vous. Mais moi, je pense qu'on se sent un peu plus protégé en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur de manière générale. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément en tant que journaliste ou en tant que blogueur, même si évidemment là aussi je me sens protégé, mais si quelqu'un commet une faute contre moi sur ce réseau-là, je peux... Il y a un article, il y a des propos diffamatoires voilà, sur ma personne. Oui. Je sais que je peux saisir un juge et qui va pouvoir statuer en bonne et due forme sur la question, mais avant, il n'y avait pas de disposition légale pour ça. Donc, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, on sait que les dispositions existent, et si j'arrive à prouver, il y a une protection qui est là, qui va frapper l'auteur de cette faute-là, de cette infraction-là. Oui. Alors, donc, aujourd'hui, on saura qui est web journaliste, qui est vrai blogueur et les autres. Non, je ne crois pas que le code vient régler ce genre de problème en tant que tel. Savoir qui est journaliste, blogueur... Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le code dispose de ce que pour avoir maintenant un organe en ligne, qu'il faut aller se faire inscrire, c'est pas prendre des dispositions, se faire enregistrer quelque part? Non, le code expressément, le code n'énumère pas ces dispositions-là, mais le code dit très bien que c'est un code qui vient renforcer le code de l'information et de la communication. Voilà. Oui. Et donc, quand vous lisez le code de l'information et de la communication, le code de l'information et de la communication a défini clairement ce que c'est qu'un blogueur, ce que c'est qu'un journaliste, ce que c'est qu'un média en ligne, une entreprise de presse en ligne, tout ça. Donc, disons que c'est une continuité. Ce n'est pas spécifiquement le code du numérique qui vient régler le problème. Je pense que c'est un problème qui a déjà été réglé par le code de l'information et de la communication. Et donc, le code du numérique vient juste renforcer ça, cette différenciation. Alors, donc, si je comprends bien, l'avis des blogueurs, des web journalistes que vous êtes est vraiment positif. Vous êtes positif, pardon. Vous êtes tout à fait en commun accord. Pour vous, le code là est la bienvenue. Oui, le code est bienvenu. Forcément, le code est bienvenu parce que pour ce qui concerne tout ce qui produit du contenu en ligne, le code est bienvenu parce que d'un autre côté, il y a pas mal d'avantages, parce que je pense que même l'accès universel peuvent même toucher ces personnes-là, notamment les entreprises de presse en ligne qui font de l'information, qui est quand même du service public même, on va dire, en ligne, qui peuvent avoir des facilités au niveau des opérateurs, etc. Donc ça protège. Et puis pour les blogueurs, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, autant ça amène des responsabilités, autant ça protège également les blogueurs et tous ceux qui sont
tous ceux qui sont producteurs de contenu en ligne, qui peuvent savoir, qui peuvent demander certains comptes à leur... ceux qui hébergent leur site, par exemple. Oui. Oui, voilà, donc il y a ce genre d'avantage. Je pense que c'est comme toute loi, hein, ça vient avec des responsabilités. Des responsabilités. Ça vient aussi avec son lot d'avantages et tout. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, web journaliste. Vous êtes venu sur ce plateau nous faire part, bien sûr, des avis, bien sûr, des blogueurs, des web journalistes sur la promulgation du code du numérique. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous, Assio. Allez, à très bientôt.